Il souhaite que les étudiants de l'EPED saisissent cette occasion comme une source d'inspiration pour leurs recherches à venir. Sur ce, au nom du recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Abbé Léonard Santé Dinkou, je déclare ouverte la journée des entreprises sur la culture entrepreneuriale et création d'entreprises durables chez les jeunes à la faculté d'économie et développement. Je vous remercie. Je demande encore une fois de plus de pouvoir acclamer fort. Présentation, nous allons revenir en fait pour aborder en fait les différents risques, notamment les risques d'institutions financières, les risques en matière de ressources humaines, les risques réglementaires et de conformité. Ce sont des éléments importants à considérer lorsqu'on veut se lancer dans un projet entrepreneurial. Et juste après ce point-là, nous allons revenir sur un élément qui, d'un point de vue scientifique, ça reste discutable. Donc, on va vous parler de quelques étapes clés à suivre pour lancer un projet entrepreneurial. Mais c'est vrai qu'il faut retenir une chose. On n'est pas obligé, ça a été démontré de chercher à tester qu'il faut suivre à la lettre cette démarche-là. Mais il y a d'autres qui estiment aussi, après les enquêtes vérifiées, qu'on n'est pas obligé nécessairement de suivre toute cette démarche-là. Donc on n'est pas obligé. Il y a des gens qui me diront non, mais je me permets de répondre. On n'est pas obligé, par exemple, d'avoir un business plan bien rédigé au lancement de son projet. On peut avoir des idées bien notées quelque part, mais on n'est pas obligé de mettre ça en place. Moi qui vous parle, j'ai lancé un projet qui a commencé à zéro. Au moment où on devait acquérir mon entreprise, j'avais un chiffre d'affaires de plus de $600 000, mais je n'avais pas commencé avec un business plan. Je l'avais en esprit, mais je n'étais pas obligé d'aller écrire dans tous les détails. C'est ce qui fait peur sur l'importance, surtout l'importance des synergies, de la synergie entre les entrepreneurs. Il ne faut pas évoluer seul, il faut voir comment est-ce qu'on peut y aller ensemble. Et là également, il y a des études qui ont été démontrées que c'est en allant ensemble qu'on peut vraiment atteindre nos objectifs. Et enfin, comme vous l'avez constaté, même quand on a présenté à Mme Mélissa, on va profiter en fait pour partager avec vous le projet COPA Transform, qui est un projet de développement du gouvernement congolais appuyé par la Banque mondiale, qui vise quoi? Ça vise en fait le développement du secteur privé, mais à travers l'émergence de petites et moyennes entreprises pérennes. Il y a beaucoup de jeunes qui ignorent cela, mais c'est un projet qui vous apporter un plus. Donc on aura, je crois, 10 minutes pendant lesquelles Mme Mélissa va vous parler de ce projet-là. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Mélissa, et de temps en temps, je vais intervenir pour commenter. Merci, professeur. Donc comme vous l'avez indiqué, vous avez la structure de la présentation, on va commencer par vous rappeler certains chiffres clés. L'objectif, c'est que vous mesuriez en fait l'opportunité que représente l'entrepreneuriat pour vous les jeunes, l'opportunité que représente l'entrepreneuriat pour vous les jeunes en fait. On regarde dans les détails. Aujourd'hui, l'économie du pays repose encore majoritairement sur l'exploitation de matières premières, à savoir que les matières premières dans le secteur extractif va représenter quasiment 100% des exportations. On exporte des matières premières brutes et il va représenter un peu plus d'un tiers des recettes fiscales. L'enjeu donc réside dans la diversification de nos économies. On l'a évoqué aussi tout à l'heure dans les cours introductifs, avoir une croissance qui est inclusive et une croissance qui est mieux distribuée au niveau des populations. Maintenant, par rapport à vous, la jeunesse, je vais faire juste un test. Est-ce que 70% de la population a moins de 24 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un pays qui a l'image des autres pays en Afrique. Et jeune, une population qui est
Donc, ce que vous devez retenir de cette slide, c'est que nous sommes un pays en pleine croissance, un pays qui a besoin de diversifier son économie, un pays qui est jeune. Donc, c'est vous, le présent et surtout le futur de la RNC, et un pays pour lequel l'entrepreneuriat a joué un rôle déterminant. On va également nous sensibiliser sur la notion, bien sûr, entrepreneuriat, mais entreprendre avec des risques. Qu'est-ce qu'on entend par risque? Donc, un risque, c'est l'éventualité qu'un événement arrive et que cet événement-là impacte le développement de l'entreprise, la réalisation de sa stratégie et de ses objectifs. En général, on considère que le risque a une connotation négative. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact négatif sur la croissance de l'entreprise. Et quand on pense à risque, on intègre également deux dimensions dans le risque. La probabilité, donc quel est le nombre de chances que l'événement se déroule effectivement, que le risque se produise, et la criticité. Donc quel est le niveau de gravité du risque? Donc par rapport à cela, et le professeur Bob l'a indiqué au début de son propos, on a identifié les principaux risques auxquels l'entreprise va être confrontée dans son activité. Vous allez voir que les risques qui sont plutôt en vert sont des risques endogènes, propres à l'activité même de l'entreprise, et les risques qui sont en bleu sont plutôt des risques exogènes, donc liés à l'environnement dans lequel l'entreprise va exercer son activité. Je vais passer très rapidement par rapport à cette slide. Les risques stratégiques peuvent être endogènes et exogènes. Donc, ils peuvent être liés à une évolution de votre environnement potentiel, mais également à vos manquements internes, c'est-à-dire peut-être mauvaise gestion, manque de vision, manque d'agilité dans l'ajustement de votre vision. Sur les autres risques, on a les risques financiers qui peuvent être liés à la gestion financière de l'entreprise. Est-ce que vous êtes sous-capitalisé, surcapitalisé? Est-ce que vous êtes une entreprise endettée? Et donc, comment est-ce que ça impacte votre quotidien et aussi vos perspectives de croissance? Les risques opérationnels, surtout les risques gérés liés par exemple au cœur de métier de votre entreprise. Donc, tout ce qui est lié à votre capacité à fournir votre produit, votre service. Les risques RH doivent être vraiment liés à la gestion de vos ressources humaines. Pour le risque réglementaire et de conformité, là on est plutôt sur des enjeux liés au cadre réglementaire. Quelles sont les nouvelles lois, quelles sont les nouvelles normes? Est-ce que vous les connaissez? Et surtout, le fait que vous ne les connaissiez pas, que vous ne les appliquez pas bien, à quel niveau est-ce que vous êtes exposé? Les risques environnementaux vont être liés aux externalités négatives. Donc finalement, quel impact négatif est-ce que votre activité peut avoir sur l'environnement? Je ne sais pas, la production excessive de déchets, et aussi comment est-ce que les catastrophes environnementales, la pluie, les inondations, pour rester dans l'actualité, comment est-ce qu'elles peuvent pénaliser votre activité? Et enfin, les risques politiques et économiques, donc là ce sont des facteurs exogènes liés par exemple à l'instabilité politique ou encore à la crise économique. Un autre quiz, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on a parlé de risque également. L'entrepreneuriat est une activité risquée et le prof qui va partager son expérience. Je vais vous poser une question, mais je vais aussi vous apporter la réponse. Quelle est la probabilité d'échec lorsqu'on lance une initiative entrepreneuriale? Donc au moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est 20%, 50%, 75%, 90%? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il y a un risque d'échec à toutes les étapes, c'est-à-dire sur le chemin de croissance de l'entreprise à mesure qu'elle grandit en expérience, qu'elle grandit en âge. Au final, si vous regardez la statistique, plus on avance, plus le risque d'échec est élevé. Donc, d'après une étude américaine, on considère qu'un cinquième des nouvelles entreprises disparaissent au cours de leur première année d'activité. On monte à 30% au bout de 2 années d'activité. Et au bout de 5 ans, c'est la moitié des entreprises qui n'existent plus. Donc, en cumulé sur de la première à la 5e année d'existence, vous avez 90% de chances que votre entreprise disparaisse. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 10% de chances qu'elle continue d'exister et vous pouvez également, même si un échec, vous relancez dans la voiture entrepreneuriale.
Donc maintenant, on vous a donné un peu le contexte. Quelle opportunité représente l'entrepreneuriat à l'ABC, en particulier pour vous les jeunes? Quels sont les risques auxquels vous pouvez être exposés? L'objectif maintenant de la présentation, ça va vraiment de vous donner des bonnes pratiques, des astuces pour ceux d'entre vous qui ont déjà un projet entrepreneurial, pour ceux d'entre vous qui ont une idée, comment procéder. Le propre de la vie au début, ce sont des bonnes pratiques. On partage avec vous quelques secrets. Ce sont quelques ingrédients maintenant. Il n'y a pas de recette fixée. Il n'y a pas de recette à suivre à la lettre. L'objectif pour nous, c'est de vous outiller et d'insuffler vraiment cet état d'esprit entrepreneurial. Donc, quels bons réflexes et bons outils? On a identifié 5 grandes dimensions. La pertinence de votre idée, la pertinence de votre marché, la pertinence de votre modèle économique, comment est-ce que votre entreprise va générer les revenus. Le business plan, on pourra revenir sur les avis d'argent par rapport à cet outil, qui est quand même assez classique. Et enfin, les aspects juridiques et fiscaux. Par rapport à la pertinence de l'idée, il faut se poser des bonnes questions. C'est ça le point de départ. Vous pouvez identifier un besoin, mais vous devez vous poser des bonnes questions pour vous assurer, est-ce que ce besoin est avéré? Est-ce que ce besoin vous assure? Classique, c'est le cadre CQCOP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tas de questions que vous devez vous poser. J'ai pris l'exemple d'une activité en cas d'unité en lien avec la production et la vente pour s'achète. Un exemple. Vous devez vous demander qu'est-ce que vous allez faire, donc quel produit est-ce que vous allez proposer? C'est de l'eau mouillée, quel type d'eau? C'est de l'eau plate, c'est de l'eau gazeuse? Est-ce que c'est de l'eau aromatisée? Est-ce que vous allez plutôt innover sur les différents formats? À quel site est-ce que vous allez vendre vos produits? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des je ne vise pas les cabinets locaux. Je vais avoir des standards des cabinets internationaux. Et il y a certaines pratiques que j'ai pris l'option de me dire je ne veux pas répondre à ce genre de pratiques, même si je vais galérer au début, mais je vais rester attaché à certaines valeurs éthiques et déontologiques. Et pour votre information, j'avais cela en tête. Et une expérience, j'ai partagé ces valeurs-là et cette vision-là avec mes premiers collaborateurs. Les premiers collaborateurs, c'était des jeunes étudiants. Je n'ai pas recruté dans ma famille. J'ai organisé un test, c'était pour un test. On a sélectionné quelques éléments. Après cela, on a organisé des entretiens avec l'appui de certains amis qui étaient dans les ressources humaines. Et ces premiers collaborateurs-là, je leur avais expliqué où est-ce qu'on devait aller. Ils n'étaient pas bien rémunérés au début, mais c'est une histoire vraie. La personne $100 chez moi, comme salaire net. Il y a l'un qui a une proposition, et la BCDC, donc qui a besoin aujourd'hui avec l'équité, pour plus de $1000. J'avais son offre, les gars m'ont dit non, je vois qu'on a une vision ici. Et je ne peux pas quitter. Parce que j'avais défini cela, et quand ils me rejoignaient, je leur disais où est-ce qu'on veut aller. Et je leur disais qu'on veut être en fait une firme qui, quand on quitte le Big Four, on cite, c'est juste, donc après le Big Four, c'est cabinet-là. Qui rapproche de ces standards. C'est important quand on a cela, non pas simplement définir cette vision et les valeurs, mais partager cela avec vos collaborateurs. Ça c'est très important parce que quand ils adhèrent, ils partagent cette vision-là, ça leur permet en fait d'éviter même de regarder à gauche à droite. Parce que c'est ça, c'est un élément très très important. On dit aujourd'hui, même on le voit, il y a une instabilité dans l'emploi. On a parlé des risques des ressources humaines ici. Il y a même des sociétés qui payent mieux, mais personne ne sait. Donc c'est vraiment important d'intégrer ces éléments. Ne créez pas une entreprise en disant oui, il y a une niche, oui, il y a une opportunité, mais définissez correctement quelle est votre vision, quelles sont les valeurs. Et quelles sont les valeurs que vous portez vos employés, vos collaborateurs, même vos partenaires. Dès le départ, il faut définir cela. Sinon, vous n'allez pas évoluer ensemble. Vous dites, moi je vais me lancer, mais ça et ça, je ne suis pas prêt à l'adopter dans votre environnement. L'objectif également, il faut en avoir. Et après, comme on dit, l'initiative des ressources. Donc, il faut voir quelles sont les ressources dont vous avez besoin. Il ne faut pas courir à ça. C'est une question, s'il y a même d'autres entrepreneurs qui nous posent des questions à ça. À quel moment engager? À quel moment avoir des ressources permanentes?
à quel moment faire ceci? Non, il faut bien définir. Il y a plusieurs types de contrats. On peut avoir des consultants, on peut avoir des partenaires d'autres structures en fonction des besoins. Parce que pas parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat qu'on doit nécessairement réunir toutes les ressources à notre disposition. Je crois que pendant qu'on parlait de la présentation, on en parlait avec Mme Mélissa. Quand vous prenez une structure comme Amazon fonctionne avec beaucoup de prestataires qui ne sont pas des permanents. Et là, ça nous permet d'éviter d'avoir des charges fixes, d'avoir des charges variables. C'est en fonction de votre activité. Donc, ces éléments-là sont vraiment des éléments à intégrer lorsqu'on veut se lancer dans un projet entrepreneurial. Merci, professeur. Et je m'attends à un point qui peut être évident pour vous, parce que vous êtes dans la notion de l'entrepreneur sur la vision des valeurs. En tant qu'entrepreneur, chaque entreprise, vous les analysez. Parce que si vous présentez un modèle à vos collaborateurs et que vous ne l'attendez pas, il n'y a pas de cohérence. On va passer un peu plus vite, malheureusement, parce qu'on est pris par le temps. Là, on vous a mis des exemples. Je vais citer uniquement les deux premiers pour parler d'Amazon. Donc, quelle est la vision d'Amazon? Qu'est-ce que c'est? Par quelques cent lignes, je pense que vous connaissez. L'entreprise la plus centrée sur le client. Donc, eux, ils sont orientés sur la satisfaction du client et la capacité du client à trouver tout ce qu'il souhaite acheter en ligne. Et comment est-ce que ça se traduit en termes de mission? Ça se traduit par des prix le plus bas possible, une sélection la plus large, la plus disponible possible et une grande communauté, notamment en termes de délai de livraison. Pour parler d'un acteur qui est très actif dans notre vie, de Chassa, Yango. En termes de vision, Yango veut allier les technologies mondiales en service pour on a plutôt le transport, mais si vous regardez dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, aujourd'hui Yango se projette sur des activités de paiement. Vraiment, on mobilise la technologie pour enrichir la proposition de valeur et en termes de mission d'entreprise, c'est mobiliser ces innovations de pointe au service des communautés locales. On utilise la technologie pour améliorer le bien-être des personnes dans les communautés en Afrique et améliorer leur vie quotidienne. Cette outil, je suis sûre que vous le connaissez, je vais passer rapidement, mais ça vous permet de faire un diagnostic stratégique rapide de votre idée, de votre projet. Donc le SWOT, en regardant d'abord tous les aspects internes à votre idée, en termes de force et de faiblesse, et ensuite considérer tous les éléments liés à l'environnement en termes d'opportunités et de menaces. L'analyse PSL, c'est un autre outil classique qui va en fait vous permettre de regarder 6 dimensions et d'éprouver votre projet, votre idée par rapport à ces 6 dimensions. En lien, si vous souvenez de la slide sur les risques, avec les différents risques possibles auxquels l'entreprise est exposée. Donc, la dimension politique du projet, les facteurs économiques, le caractère socio-culturel, c'est très important dans nos environnements. Et en général, quand les grands groupes internationaux décident de s'implanter en Afrique, ils regardent beaucoup ces éléments. Comment est-ce qu'on contextualise nos produits? Comment est-ce qu'on contextualise notre marketing? Comment est-ce qu'on contextualise notre distribution par rapport aux écosystèmes africains? Le facteur technologique, le facteur écologique-environnemental et le cadre réglementaire qui peut être particulièrement important quand on évolue sur des secteurs d'activité qui sont très réglementés, les extractions minières, les télécoms, ou encore les services financiers par exemple. Sur le volet marché, donc là, on a figé l'idée. Maintenant, on va vraiment éprouver par rapport aux clients potentiels, au marché que l'on vise. Quel est le secteur de marché que je vise? Quels sont plutôt les comportements et les attentes de mes consommateurs? Est-ce que ce sont des consommateurs que je veux fidéliser? Est-ce que ce sont des consommateurs qui sont fluctuants? Est-ce que ce sont des consommateurs qui attachent de l'importance au prix, à la qualité ou au deux? Je vous donne un exemple très simple. Les marques de luxe, elles ont un positionnement haut de panier et c'est cher. Si on prend une marque comme Louis Vuitton ou une marque comme Christian Dior, ils ne font jamais des soldes. Ils ne soldent pas leurs produits. Pourquoi? Parce que par rapport à leur cycle de clientèle, solder, ce serait dégrader le positionnement de la marque. Et enfin, réfléchir à comment identifier et à formuler son avantage compétitif. Sur les étapes pour identifier la clientèle, je vais passer rapidement aussi
Ensuite, en termes de clientèle, quel segment est-ce que je vais viser? Est-ce que je vais m'adresser plutôt à des entreprises? Donc là, je suis dans une logique B2B. Est-ce que je vais cibler les consommateurs directs, les consommateurs finaux, donc vous, moi? Donc là, on est dans du B2C. Et également, est-ce que je vais plutôt cibler l'État, les agences d'État? Et là, je suis plutôt dans une logique B2G. À savoir que les approches ne sont pas mutuellement exclusives. Si on prend un acteur comme CFAO par exemple, CFAO va adresser les trois segments. CFAO va équiper les entreprises en flotte de véhicules. Vous pouvez rentrer dans une concession CFAO en tant qu'individu et acheter un véhicule. Et CFAO équipe également l'État en termes de moyens de déplacement. Cet outil de valeur persona, c'est un outil classique qui vous permet en fait de poser, de formaliser toutes ces questions, d'écrire votre cible, d'écrire les motivations et les objectifs de la cible. Quels sont les principaux défis de votre cible? Ce sont des défis en termes de moyens financiers, ce sont des défis en termes de niveau d'exigence par rapport à la qualité. Réfléchir également à la rentabilité de votre produit. Quel facteur va influencer votre cible? Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs. C'est la clé même de cette question. Ce sont des leaders d'opinion qui vont orienter également les choix des consommateurs, en positif comme en négatif. Comment est-ce que je peux communiquer via quel canal pour toucher ma cible et quelle est ma proposition de valeur? Quelle est la singularité de ma proposition de valeur qui fait que le produit que moi j'ai dit ça je propose est différent de celui qu'un autre acteur va mettre sur le marché. Sur le modèle économique, ça c'est également une question critique. Le bas de fond, business model et business plan. Le business model, c'est vraiment la logique selon laquelle votre entreprise va générer de l'argent. C'est la première dimension. La deuxième dimension du modèle économique, c'est comment est-ce qu'elle va générer de la valeur pour le client. Et la troisième dimension, c'est comment est-ce que finalement, au travers de cet argent généré pour vous et de la valeur apportée par le client, vous êtes en capacité de contribuer à délivrer votre activité. Vous avez différents modèles économiques, une fois de plus, qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Je vais, pour la vente directe, vous sortez dans un magasin, vous payez. L'abonnement, ça c'est le grand modèle aujourd'hui des acteurs qui vont proposer des services de vidéo à la demande, des services musicaux. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Netflix, sont clients de Netflix, Amazon Prime, Showmax. Donc là, le principe, c'est que vous choisissez un forfait, vous payez un abonnement mensuel et vous avez accès aux services. Le modèle de freemium, là, c'est un modèle qui est beaucoup utilisé par des acteurs qui vont utiliser aussi le canal digital. C'est-à-dire, vous avez une base de services minimum qui sont gratuits. Et maintenant, si vous voulez améliorer votre proposition de valeur, vous payez. Un exemple pour le récupérer. YouTube, si vous ne voulez plus être parasité par la publicité sur YouTube, vous achetez un abonnement sur YouTube. Les modèles de marketplace, j'ai vu des acteurs locaux, il y en a d'autres tout cas. Donc c'est vraiment leur modèle économique, c'est la mise en relation. Donc eux, ils vont se rémunérer en percevant une commission sur ces activités de mise en relation. La commission peut être fixe, elle peut être variable, elle peut être une association des deux. Après le B2B, on l'a parlé tout à l'heure, il y a un modèle d'agence, qui est le modèle auquel le droit correspond, où on va, sur la base des services que nous fournissons, facturer nos clients sur la base de modèle. Le business model comme là, au même titre que le valeur personnel, est un framework, un outil qui vous force à vous poser des bonnes questions et à figer votre modèle économique. Donc on a 10 dimensions que je ne vais pas tout détailler, mais la clientèle, les canaux de distribution, quelle est la proposition de valeur, la structure de coût, etc. Sur le business plan, donc le business plan est un outil qui n'est pas indispensable. Et d'ailleurs, souvent à cause des personnes qui donc, en cas de problème, on peut saisir vos biens. Alors que si vous ôtez par exemple sur d'autres formes, comme LS, intellectuelle, très souvent, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous créons
applications, mais on ne cherche pas à les protéger, on s'expose. On va faire des présentations à gauche, à droite, sans pour autant penser à la sécurisation, à la protection de la marque de ce qu'on a créé. Et sans cela, on s'expose. Donc, c'est un élément important également, parce que ça arrive de fois de se dire, ok, je commence par lancer une application, j'ai réfléchi avec des amis, mais pensez à protéger cette application-là. Enregistrement et immatriculation auprès des autorités compétentes. Ça, c'est un élément, je crois qu'on va revenir sur ça quand on va parler du projet COPA. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petites et moyennes entreprises pêchent. Quand vous voulez commencer vos activités, faites un effort pour avoir les RCCM. On a vu des gens, il a une opportunité, mais on se rend compte que la personne ne s'est jamais fait immatriculer. On a même eu des cas dans ces pays, pas secret, où une personne qui avait de l'expertise, mais comme il avait opté de fonctionner en informel, le jour où il a eu l'opportunité de gagner un grand marché, il va se faire immatriculer. On va l'accuser pour dire que la société venait d'être créée. Et pourtant, la personne avait l'expertise. Mais comme tu as fonctionné en informel, on va rester sur le document. Et on va vous dire, non, mais votre société vient d'être créée. Comment est-ce qu'on peut vous confier un tel marché? Donc, il est important de procéder, de suivre toutes ces démarches-là. Les minimums, avoir votre RCCM, avoir votre identification nationale, avoir vos inscriptions auprès de la CNSS, INPP et ONEM, avoir en fait votre identification fiscale. Ça également, c'est un élément bloquant. De plus en plus, surtout pour les jeunes entrepreneurs, de plus en plus dans notre environnement, les grandes entreprises n'ont pas de marché qu'à ceux-là qui sont en ordre. Ça, c'est la pratique aujourd'hui. Les grandes entreprises n'ont pas de financement à ces entreprises-là qui sont en ordre. Un autre élément important, s'habituer, même si on est dans l'immatriculation, à avoir un compte bancaire. On a vu des gens, moi-même déjà, même où je travaille chez les autres, on a déjà vu un entrepreneur perdre un marché parce qu'au moment où on lui a dit on doit vous payer, la personne n'avait pas les comptes bancaires. Et chez nous, par exemple, il est interdit de payer plus de $500 à l'espèce. Ce sont les règles de la paix. Et aujourd'hui, ce sont les règles qu'on retrouve dans la plupart des multinationales. Il ne faut pas s'exposer sur cela. Rester réglementaire sectoriel et la conformité. Alors, je prendrai les deux ensemble. Quand vous vous lancez, c'est très important. C'est très important de comprendre en fait, quelles sont les obligations qui vous concernent dans votre secteur d'activité. C'est pour éviter, des fois, c'est par ignorance. C'est par ignorance qu'on parle de tracasserie. C'est vrai que l'environnement des affaires est complexe, c'est pas compliqué en RDC. Mais des fois, on s'expose pourquoi? Parce qu'on a parlé de ça au niveau des risques. Parce qu'on ignore certaines dispositions qui sont simples, qui ne sont pas complexes, qui ne sont pas compliquées. Juste parce qu'on les ignore. Les réglementations sectorielles par rapport à votre secteur d'activité, faites un effort, faites des recherches. Et là, ça me ramène à la notion de la synergie. On a parlé de la synergie des entrepreneurs. C'est un élément important. De fois qu'on se lance dans une activité, on peut se dire qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires pour faire cela. Pourquoi ne pas identifier un ami, un collègue, une personne qui a ces connaissances-là, qui peut vous apporter un plus, l'intégrer dans votre projet, et lui va apporter en fait ces côtés-là, parce qu'il a la maîtrise de la réglementation. On va avoir un ami juriste, un ami fiscaliste et consort. Donc il faudrait penser à tous ces éléments-là. La notion d'assurance, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là, mais c'est un élément également très important. Très important. Donc il faut toujours se couvrir ce niveau de risques. Respect des lois et régulations du travail. Attention, très souvent, quand on est start-up, quand on commence, je n'ai même pas suivi même au niveau de l'immatriculation ou le choix de la forme juridique. On commence des projets sans prendre en compte les différents éléments, les apports des uns et des autres. C'est le jour où les projets commencent à émerger, on commence à dire, moi d'ailleurs au début c'est moi qui avais apporté les bâtiments, c'était les bâtiments de mon père. Moi au départ c'était le véhicule de ma mère ou mon véhicule qu'on a utilisé. Dès le départ, il faut identifier tous ces apports-là pour les capter en fait dans vos statuts pour dire tel c'est ça qu'il a apporté. Pour éviter les tensions, la même chose, on a toujours dit, quand on est pauvre, les gens ne vont pas vous poursuivre. Mais les jours où vous allez commencer à émerger, les jours où on dirait que vous avez reçu un financement de 50, 100 000, c'est votre propre travailleur, celui qui a quitté, qui va se dire non, on me dit que je peux encore le traduire en justice, j'ai travaillé pendant 2 ans sans contrat de travail et consort. Mais il faut prendre les dispositions au départ. S'il faut signer des contrats de consultance, mettez-les en place. C'est un élément à ne pas négliger. Et comme
On a parlé tout à l'heure de prise en compte des externalités de votre activité sur l'environnement. C'est également un projet qui vise à vous accompagner à développer des activités plus soucieuses, plus respectueuses de l'environnement. Concrètement, le compact, qu'est-ce que c'est? C'est un concours. Vous devez répondre à la candidature et si vous faites partie des lauréats sélectionnés, vous embarquez dans ce programme qui va vous aider à deux niveaux. Un premier niveau lié à l'accompagnement, donc c'est de la formation, c'est du coaching, donc sur des compétences liées à la bonne gestion de l'entreprise, comment est-ce que je régule les coûts, comment est-ce que je structure mon unité de production par exemple. C'est un accompagnement sur mesure parce que vous serez suivi par votre coach pendant 18 mois qui va vous accompagner justement dans la normalisation de votre activité. Et c'est également la mise à disposition d'une subvention. Qu'est-ce qu'on entend par subvention? C'est une subvention en nature. Donc, nous, les équipes de Deloitte, de Clio Entrepreneurs et de l'IF Entrepreneuriat, nous accompagnons les entrepreneurs pour identifier leurs besoins prioritaires. Est-ce que c'est acquérir du matériel de production? Est-ce que c'est déployer un site internet? Et on va donc utiliser, encadrer l'utilisation de ces subventions dans cet objectif. Pourquoi? C'est pour vous aider à améliorer la structure de votre activité, améliorer également votre compétitivité et donc améliorer votre offre, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service. Et les subventions, ça veut dire que vous ne devez pas rembourser. Pour ceux qui sont intéressés, le processus d'appel à la candidature a démarré depuis le 25 février et se clôture le 30 avril. Le processus est totalement dématérialisé, donc vous devez vous rendre sur la plateforme combat-ensemble.cd. Vous aurez accès à toutes les informations qui vont vous donner les détails, par exemple, en termes de critères. Est-ce que vous êtes dans la cible? On cherche des entreprises qui ont maximum 3 années d'existence. On est sur les nouvelles entreprises, donc on ne va pas avoir d'exigence en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'on va vous demander de prouver dans votre candidature, c'est que vous avez un produit ou un service qui existe, qui a été pensé et qui est déjà testé sur le marché. Donc on est plus dans une logique de prouver que vous avez un minimum viable product plutôt que de nous montrer que vous réalisez déjà des chiffres. On s'intéresse au potentiel de votre activité. Le combat regarde les entreprises qui sont dans des secteurs bien spécifiques. L'industrie légère et le conditionnement, la retransformation, les services à valeur ajoutée, l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat vert. Le combat, c'est très priorisé sur cette programme. Donc on a Kinshasa, toutes les villes du corridor jusqu'à Mwanda. On a également Goma, Bukavu, Bunia, et dans les deux Kassai, on a Kananga et Bushina. Ensuite, vous devez prouver que vous êtes propriétaire ou copropriétaire majoritaire de votre entreprise et vous engagez sur des enjeux de sauvegarde et de conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment une opportunité. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, on va distribuer les flyers à la fin de la session. Mais vraiment, allez sur la plateforme, renseignez-vous, vous venez participer aux ateliers. Nos équipes sont là pour vous aiguiller, pour vous accompagner au début de votre candidature. Et surtout, dites-vous que c'est une opportunité qui a été pensée par notre gouvernement pour vous. La candidature est gratuite, donc en fait, vous n'avez rien à faire, vous avez tout à gagner. Merci. Je veux juste insister sur ce cours, parce qu'il faut retenir deux éléments. Vous allez bénéficier de l'accompagnement, on l'a souligné, et vous allez bénéficier d'une subvention, on parle de l'année, c'est une subvention. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir et on a bien suivi dans les statistiques là, on vise 3050 nouvelles entreprises. Donc c'est à votre portée. Donc si vous avez les bons projets, si vous avez les bonnes idées, vous avez encore les temps d'aller créer ces structures-là, comme Madame a dit, s'assurer que c'est votre structure effectivement, vous pouvez facilement bénéficier non seulement de l'accompagnement. Donc là où vous avez les difficultés, on peut vous accompagner. Il y a des coachs qui vont vous accompagner. Et ensuite de cela, vous allez bénéficier d'une subvention pour en fait le développement de votre activité. Donc c'est par ici qu'en fait nous clôturons notre présentation. Nous remercions sincèrement le professeur Prof. David Nzoïbekene
Laetitia pour leur brillante conférence. Alors, nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir les applaudir. Nous allons leur demander d'occuper la place et nous invitons le professeur Kanita pour nous présenter son exposé. Et à la fin de l'exposé du professeur Kanita, nos deux conférenciers vont nous rejoindre pour la séance de